Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Ça va être la troisième et dernière partie d'une trilogie que j'ai commencée il y a quelques semaines, vous présentant les toutes premières règles de Donjons et Dragons sorties en 1974, l'édition appelée Zéro. Et je vous présente aujourd'hui le livre numéro 3, The Underworld and Wilderness Adventures. Donc, ce jeu-là venait dans une boîte avec 3 petits livrets. Ça, je le dis à chaque fois, mais c'est ça, c'est pas l'illustration qu'il y avait. Il n'y avait pas le budget de faire de quoi d'aussi beau que ça. Donc, c'était des espèces de trucs faits à la main. Ça, c'est des rééditions de Wizards of the Coast que j'ai acheté sur DriveThruRPG, mais dans le fond, l'intérieur, c'est carrément des scans, je vais replacer ça, des scans du livre original. Écoutez, c'est ça, moi j'étais curieux en fait de voir cette édition-là. C'est pour ça que je me suis acheté ça. C'était pas très cher en fait. Puis, tu sais, ça a soulevé ma curiosité, ça. Le troisième livre va vraiment plus donner des trucs aux meneurs de jeu sur comment gérer différents types de campagnes. Là-dedans, on va trouver différentes choses pour monter des donjons, différentes choses pour gérer des aventures en nature. Et il y a même des règles pour des combats aériens et des combats navals qui sont étonnamment assez détaillées comparativement aux règles de combat, tout ça. Là où le premier livre était très vague, là, on tombe avec des affaires précises. Mais vous allez voir. Donc, je ne fais que feuilleter, je n'irai pas dans les détails de tout. Là. C'est comme ça, ce genre d'illustration qu'on retrouvait. On dirait que le dragon, il danse. Là. Bon, c'est ça. Donc, The Underworld et c'est ça, OK. Donc, ils donnent des conseils. Ils disent, écoutez, au début, tu sais, quand tu es meneur de jeu, fais ton donjon, crée 3 niveaux. Et même un exemple de donjon. Probablement que les gens de l'époque ont probablement même joué ce donjon parce que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de modèle. Ils disent, tiens, on va essayer celui-là. Donc, un donjon qu'on voit que ça a été fait à la main, probablement par Gary Gygax lui-même, avec une petite description de ce qu'on peut retrouver, quelques indications de ce qu'on peut retrouver dedans. Fait que c'est sûr que c'est un donjon qui a été joué par plein de monde. Ce qu'ils disent, c'est que tu n'as pas de limite sur la quantité de niveau que tu peux mettre. Tu peux descendre tant que tu veux, tant que tu as du fun. Et évidemment, à chaque niveau de donjon, ben, les dangers sont de plus en plus élevés. La barre s'élève à chaque fois qu'ils descendent un peu plus bas. Fait que là, dans le fond, des idées de pièges. La distribution des monstres. Ouais, il y a comme un système qu'ils te suggèrent, genre, un peu par hasard. Tu sais, ils te disent d'emblée que la plupart des pièces que tu vas visiter devraient être vides. Mais ça se peut qu'il y ait un monstre, ça se peut qu'il y ait un trésor, ça se peut qu'il y ait un piège, puis ça, c'est tout déterminé par des dés que tu roules. C'est tout écrit ici. Puis là, dans le fond, selon les niveaux, s'il y a un trésor qui traîne, ben voilà, tu sais, ça c'est la table des trésors, comment, tu sais, qu'est-ce que tu peux retrouver selon le niveau de tu donjon. C'est ça. Fait qu'il y avait 5% de chance de trouver un objet magique dans un étage niveau 1. Donc, une chance sur 20, en quelque sorte, si on aime ça des 20. Ensuite, c'est ça, il y a des trésors qui ne sont pas gardés, tout ça. Bon. Dans le fond, il y a des trucs sur maintenir le Frenchness. D'après moi, c'est des trucs pour comment garder le donjon un peu vivant. OK, c'est ça. Donc, comment marchent les mouvements et les tours dans ce jeu-là? Ben, c'est ça, ils disent que, tu sais, quand tu explores, ça prend un tour pour faire, mettons, tant de distance. C'est ça, tu avais souvent une vitesse, je me souviens pas s'il y avait ça dans le premier livre, mais je sais que je me souviens des vieilles versions de Donjon, que tu avais une vitesse, que c'était une vitesse par tour. Mais dans le fond, c'est quand tu fais ta job comme il faut d'explorer un donjon, ben, tu avances de temps par tour. Puis là, c'est ça. Puis ils disent que normalement, tu dois te reposer au moins un tour sur 6. C'est ça, pour tu sais, que tu fais rien d'autre que de pas avancer. Bon, il y a des règles pour les passages secrets, des pièges, puis tout ça. Bon, là, ici, quand on rencontre des monstres, il y avait toujours la distance à laquelle tu rencontres le monstre. L'affaire c'est rare de jouer des games, même moi, je veux dire, mes games, je prends pas le temps de dire, hey, t'es à quelle distance? Je dis, c'est 2d4 x 10 pieds. C'est ça. Puis là, est-ce que les monstres sont surpris? Fait que là, s'ils sont surpris, ben, ça se peut qu'ils soient surpris. Mais il y a des conditions qui font que la surprise n'a pas lieu. Tu sais, mettons que tu utilises la lumière, tu fais du bruit. Bon, il n'y aura pas de surprise. OK? C'est ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a tendance à faire des tests de discrétion pour voir si on surprend notre adversaire. Ici, c'est un D6, puis c'est un 2 sur 6. Si jamais
il y a une surprise d'un côté ou de l'autre, ben là, la distance de rencontre au début est plus courte. Bon. Fait que là, bon, déterminer les monstres selon les niveaux. Fait que là, t'as comme une belle table, des tables, sous-tables avec des listes de monstres pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans ton donjon au hasard ou pas. Non, il y a vraiment de quoi. C'est des D12, des D10, ok, c'est ça. Puis le nombre de monstres, c'est ça, ben, il y a comme sur le nombre, il y a des règles là-dessus, des règles sur comment éviter les monstres, s'en enfuir, tout ça. La fameuse table de réaction qui est ici, qui est très, très utile. L'affaire qui est étrange de ce livre-là, c'est que là, c'est le 3e livre. Donc là, on est rendu à la page 12 du 3e livre. Et, comme j'ai un peu remarqué des livres précédents, c'est qu'il n'explique pas tant que ça comment ça se joue, en fait, ce jeu-là. Le premier exemple apparaît ici. Puis il y a ça dans les jeux de rôle, comme la conversation entre le meneur de jeu et les joueurs pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Bien, elle apparaît ici dans le 3e livre. Ok, je vais essayer d'en lire un bout. Je vais essayer de lire un bout de quel genre de conversations ont été écrites. Fait que le meneur de jeu dit vous descendez vers l'est. OK, puis là, le caller, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait au nom du groupe, il disait parfait, on y va. Fait que là, le meneur de jeu il dit OK, 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds. Puis là, il y a un carré de 10 pieds. Ça descend au nord, ça tourne un peu sud-ouest. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait une map. Fait que je vais prendre, le passage vers le sud-est. Ça, c'est le caller qui dit ça. Parfait. 10 pieds. Et là, les marches tournent un peu plus vers le sud. 20 pieds. Les marches arrêtent. Et là, vous êtes dans un passage de 10 pieds de large qui s'en va à l'est, sud-est et ouest. Il y a une porte à votre gauche au passage dans le mur nord-ouest. Excusez pour ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'écoute à la porte. On écoute tout à la porte. Fait que là, le referee roule des dés. Vous n'entendez rien. Fait que là, il y a aussi un check pour les Wandering Monsters. Ce qui est fait. C'est une parenthèse. Caller dit, j'ignore la porte et je continue vers le corridor sud-est. Bon, 10 pieds. Ça, c'est le meneur de jeu. 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, 50 pieds. Oh, il y a 4 passages. Nord-ouest, nord-est, sud, sud-ouest. Le passage sud est 20 pieds de large. Le caller dit, on s'en va au sud. 60 pieds, 70 pieds. Le passage continue. Une porte à l'est et ouest. Le caller dit, j'écoute à la porte. Il faut l'aider. Oh, tu entends quelque chose. L'autre bord de la porte, shuffling. C'est ça. Le caller dit, 2 d'entre nous, on met notre poids sur la porte et on l'ouvre. On est prêt pour le combat. Le referee, le meneur de jeu, après avoir roulé 2 dés, la porte ouvre. Vous ne pouvez pas être surpris. Mais les monstres sont une demi-douzaine de gnolls qui peuvent l'être. Là, il fait le test de surprise. Maintenant. OK, le caller, il dit à quoi ressemble la pièce? On regarde les murs, le plafond, le plancher. Et c'est ça. C'est un peu comme ça. C'est ça, là, on a quelque chose. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses plus techniques, genre justement à cause que quelqu'un faisait la map avec des distances en En tout cas, bref, je ne le lirai pas jusqu'à la fin. Quand on tombe dans The Wilderness, tout de suite on parle de château. Qui est dans le château? Il y a le genre de gardien qui a le château, puis voilà. Il y a comme toutes sortes de règles, dépendant le type de personnage qu'a le château, que ce soit un fighting man, un magic user ou un cleric. Puis c'est ça, puis dans le fond, dans le résident, c'est un fighting man, est-ce qu'il y a un magic user avec, c'est ça. Il y a comme plein de jets qu'on peut faire pour déterminer un peu qui est dans le château, comment le château est fait. Puis là, il y a des mouvements dans la nature, tout ça, les monstres dans la nature, pour ce qui est des... quand que tu remarques un ennemi, ben la distance, encore une fois, la surprise, comment ça marche, tout ça. Et les tables de rencontres aléatoires sont beaucoup plus développées en nature. Beaucoup plus de choix, ça dépend. Montagne, désert, c'est ça, tu sais. Il y a vraiment beaucoup plus de choix. C'est ça, il y a comme développé quelque chose. Des outils qui aident vraiment à peupler ton univers fantastique. C'est ça. Puis là, dans le fond, oui, comment on construit un château? Avec des plans de château. Et tous des morceaux de château.
C'est ça. Ça pouvait faire rêver. Puis là aussi, les spécialistes. Ça, c'est une affaire. Comment coûtent les spécialistes? Les spécialistes, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui arrive. C'est encore une fois l'idée que le joueur n'est pas omnipotent et autonome et un super-héros. Il ne pouvait pas tout savoir, il ne pouvait pas tout faire, fait qu'il avait besoin de spécialistes pour l'aider. Fait que tu as toute une liste de spécialistes, des alchimistes, armuriers, assassins, bon c'est ça. Tu avais différentes affaires qui pouvaient prêter main forte au personnage, et comme moyennant l'argent, parce que ça coûtait là, un certain prix. Un assassin, ça coûte 2000$ d'or pour une mission. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que ça permettait de faire d'aider les personnages à avoir certaines affaires. Là. Certains services qu'ils ne pouvaient pas avoir eux-mêmes, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire nécessairement eux-mêmes. Bon, c'est ce qu'on dit, avec du roleplay ou tu peux atteindre plein d'affaires. C'est sûr que là, il y a des versions plus modernes de donjons, qui a des listes de compétences et tout ça, qui fait que ça pallie à tout ça. Là. Mais dans le temps, c'était ça. Puis aussi, ben justement, si tu veux des soldats dans ton château, comment ça marche. Des rumeurs, des informations, des légendes. OK. Ouais, c'est ça, dans le fond. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, c'est ça, dans le fond, tu payes. Il y a même un prix sur comment payer des drinks à du monde qui te donne des rumeurs, c'est ça. Fait que, oui, le upkeep. Le upkeep, c'est un peu le rythme de vie. Tu sais, c'est 1% de ton. Faut que tu payes en pièces d'or le 1% de tes points d'expérience pour te payer ton train de vie avant d'avoir un château. Ouais, écoute, il y a des règles pour les villageois en maudit. Angry Villager Rules. Des fois que tu deviens un baron. Puis c'est ça. Otherworlds. Fait que là, dans le fond, il suggère que tu peux faire des aventures dans bien d'autres mondes, sur Mars si tu veux. C'est ça, c'est toi qui décide. Bon. OK. Pour les combats au sol, il parle encore de chainmail. Il fait encore référence à ça. Des combats aériens, mais il parle encore de chainmail, mais bon, là, il commence à avoir des règles un peu plus. Le combat aérien, là, ça commence à être plus détaillé en tant que tel. Il y a pas mal de petites règles qui font en sorte que ça te donne le goût de faire les combats aériens parce que bon, tu sais où t'en aller. Puis il y a du combat naval. Là aussi, ça je disais au début, il y a comme la direction du vent, le type de bateau, comment le type de mouvement sur l'eau, c'est ça, ton bateau quand il bouge, puis selon les vents, puis ça, il y a vraiment, là, il y a quand même de quoi foncer dans un autre bateau, bon, genre aborder un autre bateau, bon, c'est ça. Puis, il faut encore un peu référence à Chainmail, tout ce qui est de nager. Les membres d'équipage, combien est-ce qu'il peut en avoir, comment est-ce que ça coûte, le genre de monstre que tu peux trouver. C'est ça. Et là, il y a un petit chapitre sur Healing Wounds. Je ne sais pas si on en avait parlé dans le premier, mais c'est ça, Healing Wounds. Donc, guérir les blessures. Okay, but common wounds can be healed with the passage of time. On the first day of complete rest, no hit points will be regained. Les autres, c'est 0 hit point après une journée de repos. Puis seulement 1 point de vie à chaque autre journée. Ça peut être long, c'est ça qu'ils disent. Bon. Là, ils disent de quoi vers la fin, afterward, la conclusion. Ils disent, écoute, on a essayé de mettre le plus de règles possible avec le peu d'espace qu'on avait. Ils disent, écoute, si tu inventes des règles, il faut que tu sois vraiment sûr de ce que tu modifies, mais on serait curieux d'entendre vos idées, vos suggestions, et voilà. Probablement, c'est le même qu'est né les Dragon Magazine et tout ça, où est-ce qu'il y avait des échanges entre différents joueurs, plein d'idées qui se lançaient, et c'est ça qui a fait évoluer le jeu. OK, j'ai fini par feuilleter justement les 3 livres que j'ai lus en grande partie. Bon, disons que, tu sais, ça, je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes de cette série-là, mais je pense pas jouer à ça. Je pense pas jouer à ça. On reconnaît évidemment l'ADN de Donjon, c'est-à-dire on connaît d'où viennent toutes les idées, mais je pense que non, c'est ça. Je pense que c'est un premier modèle qui faisait la job, là, mais on s'entend que rapidement, je veux dire, il y a déjà d'autres éditeurs, peu après la sortie de ça, qui se sont lancés
à faire des jeux de rôle, puis à essayer de réfléchir, OK, mais tu sais, ce jeu-là, c'est un jeu à propos de quoi? OK, ils ont compris que c'est un jeu de communication entre meneur de jeu et joueur, bon, puis ils ont essayé de faire des règles un peu plus consistantes. Déjà, même pas un an après que Donjons et Dragons, cette version-là soit sortie, il y avait Tunnels and Trolls qui offrait quelque chose qui avait un peu plus d'allure, en fait, en termes de règles. Puis vraiment pas longtemps après, peut-être 2, voire 3 ans après, RuneQuest est sorti, qui a donné naissance au Basic Role Playing, qui est un système de jeu qui a bien du bon sens, là. Après ça, c'est venu dans des délires de simulation et de règles complexes, là, mais tu sais, reste que, c'est ça, tu sais, le premier modèle était là. Je sais qu'il y a bien du monde qui raffole de jouer de cette façon-là. Je pense que ça marche si on suit les procédures pas mal, tu sais, les tables aléatoires puis tout ça. Je sais pas à quel point le monde font des maps avec des colors puis tout ça, là, mais c'est ça qui arrive, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est un jeu-là, j'aurais de la misère à faire jouer ça à n'importe qui parce que, tu sais, le monde a des attentes bien hautes que ça, bien au-delà de ça, qui me demanderait de faire bien des arbitrages. Mais j'aime ça faire des arbitrages quand le filet est quand même solide, le filet de règles. Dans ce cas-là, ben, tu sais, j'inventerais tout à mesure. Tu sais, sincèrement, c'est ça qui arrive. C'est un jeu-là est un peu éparpillé, il fait référence à un autre jeu, Chainmail, tout ça. C'est vivement la version Holmes qui est sortie pas longtemps après, qui faisait un peu le ménage de ça. Et Advance, là, où Gary Gygax a pu peut-être mettre le focus tout en complexifiant le jeu, mais au moins, c'était mieux expliqué d'une certaine façon, tu sais. Je dirais que, étrangement, Métamorphosis Alpha, premier jeu de science-fiction, qui paraît plus bordélique que ça et beaucoup plus focus que ça. J'aurais plus de facilité à Métamorphosis Alpha parce que le jeu semble plus savoir ce qu'il veut. En tout cas, bref, je sais qu'il y en a qui aiment cette version-là que je vous ai montrée. Mais moi, c'est ça. Je vais la mettre dans mon sac pareil pour troller les joueurs qui essaient de me narguer en disant ben moi, je joue au vrai Donjons et Dragons quand je sors mon livre de chroniques oubliées. Là, tu joues au vrai Donjons et Dragons, quand il m'a sorti ça. Ça, c'est le vrai Donjons et Dragons. Ce que tu joues maintenant, là, le Donjon et Dragon que ton mononcle t'a fait essayer, 5e édition, c'est juste un gros paquet de house rules à partir de ça. Qui, évidemment, a amené le jeu ailleurs, peut-être pas juste pour correspondre à des besoins, mais le vrai Donjon et Dragon, tu veux me faire chier avec le vrai Donjon et Dragon, c'est celle-là. Bon, voilà. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.